Bonjour à toutes et tous. Alors si tout le monde est prêt, on va pouvoir attaquer. On enchaîne donc aujourd'hui sur une table ronde dont le sujet est un sujet crucial, cruellement d'actualité, puisqu'on va parler de tourisme et de climat. L'objectif donc, de cette table ronde aujourd'hui, c'est d'effleurer du doigt ce sujet-là. En gros, comment le tourisme réagit et doit se préparer face à l'urgence climatique en cours et future. Et donc, l'objectif de cette table ronde, c'est de pouvoir vraiment aborder ce sujet-là. Je me présente rapidement, je m'appelle Quentin Bovy, je travaille pour un groupe qui est spécialisé dans l'organisation de voyages d'aventure. Je suis spécialisé dans l'organisation de voyages en milieu extrême, que ce soit la haute montagne ou les pôles. Et l'entreprise pour qui je travaille fait partie de l'association Agir pour un tourisme responsable que je représente aujourd'hui. Donc ATR, qui est une association fondée en 2004 et qui œuvre de manière collégiale et collective avec l'ensemble de ses membres pour réfléchir à accompagner les différents acteurs du tourisme pour aller vers des pratiques plus vertueuses et le plus durables possible. Ceci étant posé, je vais introduire la table ronde avant de laisser la parole à mes trois compères à côté de moi. Donc vous le savez sans doute, on est entré de plein pied dans l'Anthropocène. Donc l'Anthropocène, en gros, nous sommes entrés dans une ère où c'est l'homme qui façonne maintenant et qui même plutôt transforme la planète. Il ne la façonne pas comme il voudrait, mais il la transforme de manière profonde et durable, avec des modifications qui sont sur différents niveaux. Ça va au niveau évidemment du climat, qui est notre sujet du jour, mais ça va aussi, l'homme fait également des transformations profondes au niveau des océans, au niveau de la biodiversité, au niveau des sols, etc. Donc le tourisme dans tout ça, dans cette Anthropocène, il a un rôle qui est quand même non négligeable, puisque je ne vais pas vous l'apprendre, on a en termes d'impact sur les émissions carbone et sur l'exploitation des ressources, le tourisme est un acteur relativement important à l'échelle planétaire. C'est pas loin de 10% des émissions carbone qui sont émises par le tourisme. Et à côté de ça, le tourisme est à la fois un peu le bourreau du climat, mais également la victime. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'acteurs et de territoires qui subissent de plein fouet les changements qui accompagnent ce dérèglement climatique. On a plein d'exemples qui nous viennent en tête, de manière plus ou moins proche, avec des intensités plus ou moins grandes. Ça peut aller du manque de neige dans les stations de ski, aux inondations, aux canicules. On peut également passer par les méga-feux de forêt. On a l'érosion des sols. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'exemples. Les migrations de certaines espèces qui vont envahir des territoires où elles étaient habituellement pas présentes. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples possibles. On n'a pas prétention de tous les aborder aujourd'hui, mais on va essayer de pointer du doigt quelques exemples avec mes camarades de jeu du jour, puisque je suis accompagné aujourd'hui de Wassim Daoud, qui est ici. Wassim Daoud, qui est responsable RSE, directeur RSE et développement durable dans l'entreprise Ponant, qui est une entreprise de croisière. J'ai également donc à ma gauche Jean-Pierre Pinheiro, qui est le directeur France chez Tourisme Portugal, c'est ça? Et j'ai à ma droite donc Jean-Louis Moretti, que vous avez, si vous étiez déjà là, déjà côtoyé. Jean-Louis, vous êtes responsable du pôle ingénierie et développement à l'agence du tourisme de la Corse. Je vais vous céder la parole, et pour vous céder la parole de manière un peu ludique, je vais vous demander à chacun d'entre vous de me donner une image. C'est-à-dire que moi, quand je pense au voyage, je pense aux cartes postales. Et donc, je vais vous demander de m'envoyer une carte postale, de nous envoyer à tous une carte postale qui imagerait les défis sur votre secteur d'activité ou sur votre territoire, les défis du tourisme de demain, et les défis auxquels on doit faire face dès aujourd'hui, mais pour répondre aux besoins de demain. Je vais commencer par notre ami Corse, tant qu'à faire. On va voir si vous êtes créatif, Jean-Louis. Alors, l'idée de la carte postale est intéressante parce que, ils ne s'en vendent plus tellement depuis les technologies numériques.
mais la carte postale, à travers les âges du tourisme, puisque le tourisme, c'est un phénomène générationnel qui se renouvelle perpétuellement, elle dit évidemment quelque chose de la destination. Alors, une carte postale sur le thème du développement durable en Corse, tel que je l'ai brièvement présenté tout à l'heure, moi je verrais plutôt quelque chose qui résume, puisque je pense que c'est ça l'exercice, ce qu'est à la fois la destination et son devenir. Donc ça serait une zone de moyenne montagne, avec une photo évidemment sur cette zone de moyenne montagne où passe un sentier de randonnée praticable toute l'année. Et la Corse, c'est l'identité de la Corse plutôt, sont ces villages. Les Corses sont tous d'un village, même si les villes aujourd'hui absorbent les populations, le lien au village demeure. Donc le village doit être sur la carte postale et ce village est desservi par un sentier de randonnée praticable toute l'année. Et dans ce village, vous allez trouver un hébergement écolabellisé, donc qui s'est engagé avec des acteurs engagés. Alors ça peut être de la chambre d'hôte au petit hôtel rural, parce que je vais vous donner un chiffre qui est assez parlant. La capacité moyenne d'hébergement en hôtellerie classée en Corse, c'est 28 chambres. Donc notre ami du Portugal nous donnera sa capacité, mais évidemment, c'est beaucoup plus, comme c'est le cas si je le mets à l'échelle d'un pays comme la France. Donc nous, tout ça, c'est pour vous dire qu'on est une destination à taille humaine. On accueille l'autre comme un hôte. On a accueilli l'autre comme un hôte de tout temps. Aujourd'hui, l'accueil est marchand, mais la taille des structures, je pense, est assez parlante du type d'accueil que l'on pratique. Et donc, la moyenne montagne, le sentier, le village, ce type d'hébergement, et évidemment, dans le village, des artisans et des producteurs qui ont travaillé. J'ai fait un résumé de 10 années de tourisme durable, mais la Corse, c'est 40 années de travail sur les signes de qualité dans l'agroalimentaire. Et je terminerai là-dessus parce que vous évoquiez la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi la lutte contre l'uniformisation. La biodiversité, c'est par référence aux espèces. Mais l'uniformisation des cultures fait partie de cette biodiversité. Et ça fait 40 ans que la Corse lutte contre l'uniformisation. Et aujourd'hui, notre offre, sous forme de carte postale, elle est emblématique d'un positionnement qui est une identité à préserver, qui a été préservée, mais qui est à préserver pour le futur. Merci Jean-Louis. On va faire le même exercice avec vous, Wissam. Wassim, pardon. Donc la carte postale qui est envoyée depuis le Ponant, elle nous transpose quoi comme image? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, j'espère que vous n'êtes pas gênés par la musique parce que je suis un petit peu dérangé de mon côté. Mais Ponant est une entreprise de croisière haut de gamme, une entreprise française créée depuis plus de 35 ans. Et l'entreprise est basée sur une philosophie, la philosophie du découvrir le monde avec du respect, le respect de la nature et de l'homme. Et quand je prends l'exemple de la carte postale, je pense plutôt à des moments qu'on appelle chez nous des moments ponants, puisque c'est plus de l'animé que de la carte postale figée. Je pense notamment à une plongée en Polynésie avec des récifs coralliens et vous allez voir qu'il y a une relation avec le changement climatique, tout ça. Je pense à une course de chiens de traîneau au Groenland. Je pense aussi à une visite de ferme d'algues aux Seychelles, une ferme qui est gérée par des femmes. Et pourquoi ces moments-là? Parce que c'est des moments où on voit que tout est lié. Tout est lié, que ce soit la biodiversité, le changement climatique, l'héritage culturel, le patrimoine culturel des populations qui nous accueillent, que ce soit dans des endroits reculés ou même en Méditerranée. On est conscient que
le tourisme doit être vraiment responsable. Donc on est accueilli par ATR, agir pour un tourisme responsable, et la responsabilité ne s'arrête pas au changement climatique, mais on voit qu'aujourd'hui que le changement climatique peut être une opportunité, pas seulement une contrainte, une opportunité pour revoir le business model, pour aller plus loin dans une démarche touristique plus responsable et plus raisonnable. Voilà. Merci beaucoup, Wassim. On va explorer tout ça, évidemment. Jean-Pierre, emmenez-nous sur votre carte postale portugaise. Là. Comment, oui, alors, Quentin, comment le Portugal va gérer ça? C'était effectivement un exercice amusant. Je pense que ce serait une carte postale qui, plutôt que de mettre en avant des paysages, comme c'était très souvent le cas dans ces dernières années, on partirait plutôt sur l'humain, c'est-à-dire qu'on mettrait en avant eh bien, des personnes qui vivent une expérience à un moment donné dans un lieu donné du Portugal. Donc pour le scénario, pour le décor, on a plein d'options possibles, je peux y revenir, mais je mettrai en avant effectivement un moment de vie avec des personnes qui sont en train de vivre quelque chose, soit en amis, en tribu, soit en famille, une activité locale qui donc implique qu'on est sur des expériences locales où on va à la rencontre des habitants locaux, on va à la rencontre des producteurs locaux, des activités et des expériences, comme on aime bien nous dire, ce sont des expériences plutôt que des activités touristiques. Donc ce moment de vie. Et puis en décor, on a plein de possibilités. Alors je ne veux pas me fâcher ni avec ceux de la côte ou ceux de la montagne. On a de très belles choses. Et même au niveau de la côte, il y a encore au Portugal, je vous le rassure, des côtes préservées et des côtes encore sauvages. Il n'y a pas que les côtes, certaines côtes très touristiques de certaines régions que je ne vais pas nommer ici pour pas les fâcher. Mais on a une large côte, on a aussi les archipels, tout comme la Corse, on a aussi des îles, on est aussi insulaire avec les Açores et avec Madère. Donc le décor est très varié, on peut imaginer plein de choses. Mais je pense qu'avant tout, ce serait une expérience et un moment de vie avec l'humain, avec des personnes, des habitants locaux ou voire des touristes qui sont en train de vivre un moment. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bon, ben voilà. Les cartes postales sont envoyées. J'espère que vous les avez bien reçues. On a mis un pied dans le voyage. Tant que je vous tiens, je vous garde. Est-ce que vous pouvez déjà nous partager un symbole du tourisme au Portugal qui est déjà clairement impacté par les effets du changement climatique? Est-ce qu'il y a des exemples concrets? Dans le négatif ou dans le positif? C'est vous qui choisissez. On va aller dans le positif alors. Déjà, oui, ce qui nous vient en premier lieu, c'est les archipels, Madère et les Açores. C'est vrai que ça a toujours été une destination qui dégageait une image donc, de tourisme de nature. On pense à Madère pour les randonnées, pour la montagne. On pense aux Açores aussi pour la diversité de ces paysages. Et tout ça est très lié effectivement à la nature. Donc aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup de tourisme durable depuis quelques années maintenant. Et forcément, ces destinations viennent à l'esprit des gens qui sont à la recherche d'authenticité encore. Donc des lieux où on n'a pas des gros hôtels, des bars d'hôtels, puisque aux Açores, par exemple, vous évoquiez tout à l'heure la capacité moyenne donc, des chambres d'hôtel. Aux Açores, on est à peu près sur le même ordre d'idée, puisqu'on n'a que des petites unités. On a très peu de grosses unités hôtelières aux Açores. À Madère, on a un peu le mix de tout. On a à la fois vers Funchal des hôtels plus importants, mais quand même la grande majorité des hôtels que l'on trouve, notamment dans tout l'intérieur de l'île, ce sont des hôtels de 15-20 chambres maximum. Donc je dirais en côté positif, oui, c'est le tournant qu'on a su prendre ces dernières années, à la fois sur ces destinations qui étaient déjà très ancrées nature, mais je pense à des destinations dont l'image pouvait être un petit peu écornée, comme l'Algarve. Eh bien aujourd'hui en Algarve, on réussit à promouvoir les activités de l'arrière-pays, d'autres activités en Algarve, et pas uniquement les resorts. Aujourd'hui, on développe énormément les hôtelleries, boutiques hôtels, hôtels de charme, de petite capacité. Elle est loin à l'époque où on allait sur les resorts. Et je pense que même aujourd'hui, au niveau de la clientèle, alors évidemment, ça marche toujours les resorts, hein, ça marche toujours. Mais on sent que la demande aujourd'hui va, même des familles, va vers des hôtels de petite capacité où l'on aime se rencontrer, être ensemble. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait le succès des Airbnb, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de familles ou de tribus d'amis préfèrent aller dans des locations puisqu'ils se retrouvent et ne sont pas mélangés à cette masse touristique. Voilà. Ils vivent un petit peu plus près de la vie locale des gens. Donc voilà, plutôt dans le positif, ce serait ça que j'aurais à dire dans un premier temps. Ça marche, merci beaucoup. Jean-Louis, est-ce que le réchauffement climatique en Corse, au niveau de l'activité touristique, c'est déjà une réalité? Moi, je reprendrai une thématique positive sur cette réalité parce que je lis dans la présentation de tout à l'heure,
c'est un enjeu qui nous est assigné, mais qui est assigné à toutes les destinations de par le monde, c'est de mieux répartir la fréquentation dans le temps. Le tourisme est une activité qui concentre la fréquentation par nature. Et finalement, si on doit considérer un aspect positif du réchauffement, c'est une facilité à convaincre de ne pas venir sur la pointe saisonnière, juillet-août, où il fait trop chaud, pour pratiquer des activités que j'ai évoquées à grands traits, qui sont des activités nature, hein, pour la plupart, que ce soit la plongée, parce que l'eau se réchauffe aussi. Donc en termes de plongée, c'est les deux à la fois. Pour la biodiversité, il y a un chamboulement, mais bon, pour le plongeur, il fait chaud plus longtemps. La randonnée de moyenne montagne, qui représente à peu près 80% de la superficie de la Corse. Le vélo qui ne peut pas se pratiquer sur la pointe estivale, il fait beaucoup trop chaud. Donc vous voyez, il y a des produits phares qui correspondent à des périodes sur lesquelles, justement, on veut élargir la fréquentation. Donc voilà, c'est finalement un aspect positif. Merci beaucoup Jean-Louis. Wassim, vous, dans vos croisières, dans le cadre de vos croisières, vous allez dans des régions qui sont relativement isolées, voire très isolées. Est-ce que vous avez constaté, ou vos voyageurs vous ont fait remonter des évolutions, des remarques, des surprises par rapport à ce qu'ils ont pu voir ou ce qu'ils ont pu évoluer? Peut-être que vos équipages sont là depuis longtemps et voient des évolutions. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques éléments? En fait, réellement, il y a des évolutions, mais dans tous les sens, pas seulement du sens du réchauffement. C'est une dynamique qui n'est pas linéaire. Donc nous, on a l'avantage d'être un peu partout et d'observer ces évolutions-là. Et c'est pour cela, depuis 2021, on a créé un programme scientifique. On a créé un programme Ponant Science pour pouvoir embarquer des scientifiques à bord de nos bateaux et observer, entre autres, ces évolutions. On a trois thématiques qu'on soutient: le changement climatique, la biodiversité ou l'évolution de la biodiversité et la pollution ou la micropollution plastique. Parce qu'on pense qu'on peut avoir une plateforme d'observation sur nos bateaux et nous, à l'œil nu, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir des paramètres réels scientifiques et là, on est à plus de 300 projets embarqués depuis 4 ans sur nos bateaux. On a fait de notre flotte une flotte d'observation scientifique, pas seulement d'observation, mais de mesures, de prélèvements. On a même un bateau avec 2 laboratoires scientifiques à bord et on a créé des laboratoires mobiles qu'on peut mettre sur les bateaux pour faire des mesures. On fait des mesures d'ADN environnemental, des mesures de salinité, de température de l'eau, des mesures de nano et microplastiques, des mesures de bruit sous-marin. Et tout cela nous permet d'enrichir la connaissance avec des paramètres concrets. Parce que, honnêtement, vous voyez, même en France, on dit que les étés sont plus chauds, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que par moments, on a des hivers beaucoup plus froids. L'année dernière, on a eu en zone arctique un été beaucoup plus froid que d'habitude et beaucoup plus lent. Donc ce n'est pas un phénomène linéaire et ce n'est pas un phénomène simple à comprendre. Et quand il fait plus chaud dans un endroit, il fait beaucoup plus froid ailleurs. Et donc les changements de courant marin aussi, ça fait partie des choses qu'on suit parce que les changements de courant marin font évoluer la vie, notamment on suit les baleines et on voit les mouvements des baleines qui est en train d'évoluer, mais évoluer dans un sens qui n'est pas encore compris. Et donc on essaie de soutenir des projets plutôt de recherche pour mieux comprendre ces évolutions-là. Et on s'attend à vraiment des périodes d'adaptation au changement climatique, pas seulement d'action pour la réduction, mais plutôt d'adaptation de notre activité à ces changements climatiques. Et je finirai avec un exemple très simple. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, on a soutenu un projet de restauration d'une côte au Mont-Panier où il y avait une érosion qui a détérioré les récifs coralliens, donc qui n'étaient pas seulement liés au réchauffement climatique, mais les réchauffements climatiques ont fait augmenter l'érosion
et en créer des incendies. Et ce qu'on a travaillé avec l'ONG Conservation Internationale, c'est de revoir les espèces à planter pour les adapter à la lutte contre l'incendie, au changement climatique et à la protection de la côte, de telle façon qu'on puisse inclure la société, les communautés locales dans une économie plus durable. Donc c'est vraiment du concret. Merci Wassim. On va rester à bord du bateau chez Ponant. Parce que, pour aller un peu plus loin par rapport à ce que vous venez de dire, et aussi parce que clairement la croisière est potentiellement un peu dans l'œil du viseur au niveau du tourisme. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Vous êtes dans un secteur d'activité, alors on n'a pas de représentant de l'aérien ici, mais potentiellement voilà, vous êtes parmi ceux qui sont les plus considérés comme les plus émetteurs de la croisière. Hein. Donc j'aimerais que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour pouvoir agir à ce niveau-là, vous chez Ponant, et faire en sorte que vous soyez plutôt du bon côté de la barrière chez les croisiéristes. Comme je disais tout à l'heure, nous on avait déjà cette conscience dès la création de l'entreprise. D'ailleurs, le premier bateau de l'entreprise, c'est un voilier, un 3 mâts qui a fait plus d'1,2 million marins à la voile. Et à chaque fois qu'on crée une nouvelle génération de bateaux, on essaie de trouver les meilleures technologies disponibles. Le dernier bateau qui date de 2021 est un bateau hybride avec à la fois des batteries, du diesel et du gaz, avec les technologies qui existent aujourd'hui. Hein. Il y en a d'autres qui viennent et qui sont en cours de développement. Et les futurs bateaux qu'on est en train de concevoir, ce sont des bateaux à la voile, batterie et hybride. Donc on essaie de développer des technologies ou d'utiliser les meilleures technologies disponibles. Et on vient de racheter là en 2025 l'entreprise Aqua Expedition qui fait des croisières plutôt fluviales et côtières avec que des petits bateaux de 9 à 30 passagers. On a développé maintenant les croisières en catamaran, pareil, des petits bateaux. Donc on a tendance plutôt à aller sur des bateaux encore plus petits, à taille humaine. Donc ça, c'est au niveau technologie. Et au niveau opérationnel, on travaille aujourd'hui sur le slow cruising, sur la réduction de la vitesse, la réduction des distances, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas, déjà à la source. Et en attendant la future génération qu'on est en train de concevoir, on est déjà engagé dans l'utilisation des carburants, des biocarburants, mais des biocarburants qui ne sont pas issus de l'agriculture, des carburants issus des huiles usagées. Donc, et tous les ans, on double la quantité de biocarburant qui est utilisée avec un objectif d'utiliser 30% de biocarburant d'ici 2030. Voilà. Merci Wassim. Merci. On va passer du côté institutionnel. Du coup, Jean-Pierre, vous, au niveau de votre structure, comment vous accompagnez les acteurs du tourisme sur votre territoire pour justement faire face au changement climatique et surtout les aider à changer leurs pratiques pour réduire leurs impacts et valoriser finalement les pratiques les plus vertueuses? Oui, pour être vraiment dans le concret. Parce que c'est vrai que nous sommes tous d'accord ici, les discours politiques des institutionnels et les bonnes intentions, ce n'est pas suffisant. Donc, que fait-on concrètement? Nous avons lancé déjà maintenant, c'était bien avant le Covid, ça fait peut-être 5-6 ans, un programme qui s'appelle le programme 360 Tourisme durable. Et en quoi ça consiste? En fait, lorsqu'on est une institution, lorsqu'on a un gouvernement et qu'on a le pouvoir décisionnaire, le pouvoir aussi budgétaire, eh bien, on se rend compte que les bonnes paroles ne suffisent pas, donc il faut pouvoir accompagner concrètement l'industrie. Comment fait-on? Nous avons lancé ce programme qui a plusieurs phases. Une première phase qui a été une phase de formation, c'est-à-dire que nous avons accompagné les gérants d'hôtels, les gérants de petites entreprises de prestataires touristiques à transformer leur activité à qu'elle soit plus durable. Alors, c'est bien de les former, mais après, il faut qu'ils en aient la capacité financière pour le faire. Et donc, nous avons accompagné cela d'un budget, un budget donc gouvernemental, pour accompagner les entreprises à cette transformation. Donc, l'hôtelier qui doit réaménager son hôtel, qui doit mettre des panneaux solaires, enfin, je donne des exemples comme ça qui me viennent à l'esprit. Le petit prestataire qui doit transformer aussi son activité, aller plutôt sur la production locale, ça va à un autre coût. Donc, il se candidate et puis il est aidé budgétairement pour pouvoir faire cette transformation. Aujourd'hui, nous avons accompagné près de 1000 entreprises, essentiellement des hôtels, des prestataires locaux, d'entreprises d'animation touristique.
Donc ça, c'est fondamental. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Une fois que ça c'est fait, et c'est encore en cours, hein, bien entendu, eh bien, nous essayons aussi de faire en sorte que le visiteur qui vient au Portugal puisse avoir une offre adaptée. Parce que si l'offre n'existe pas, c'est bien beau, mais on se retrouve dans les hôtels, dans les resorts, on se retrouve à faire des tours de guide dans des bus de 50 personnes, etc. Et ça, c'est l'autre partie où nous intervenons, c'est-à-dire avec les régions touristiques, où on a structuré une offre et incentivé des offres, des activités, des expériences qui vont dans ce sens. C'est par exemple le programme que l'on a développé du tourisme durable des villages historiques. C'est par exemple tous les produits autour de la découverte des producteurs d'huile d'olive, des producteurs de fromage, l'énotourisme, etc. Car ce sont des activités qui, par définition, très rarement ou difficilement se font dans les grandes villes. Ça implique qu'on se déplace vers l'intérieur du pays, etc. Pareil, si demain vous voulez investir au Portugal pour une activité touristique, vous serez beaucoup plus accompagné financièrement par l'institution qu'est Visite Portugal si vous faites quelque chose qui va dans le sens de ce programme durable et qui va dans le sens de diversifier les flux touristiques vers l'arrière-pays, vers des zones moins fréquentées, à des moments, à des saisons moins fréquentées, pour étaler la saison touristique, pour étaler les flux touristiques. Donc, je résume, c'est un programme budgétaire pour accompagner, une formation pour former ceux qui font l'industrie, et des activités et des produits qui vont dans le sens de cette nouvelle consommation touristique. Et pour terminer sur ce thème-là, juste dire, je félicite d'ailleurs les initiatives qui existent au niveau de l'industrie. Je pense par exemple à World for Travel, ce forum international où l'industrie se retrouve et discute des différentes pistes pour un avenir plus RSE, plus durable, etc. Et nous nous félicitons car nous avons été parmi ceux qui ont aidé à lancer ce forum, car la première édition a été au Portugal, à Évora. Ça a été un succès. On avait réussi à réunir les grandes institutions comme l'OMT, comme le WTTC, le TC, mais aussi les politiques. Il y avait tous les ministres du tourisme, européens et mondiaux, mais surtout l'industrie était là. Les grandes entreprises, mais aussi les plus petites entreprises. Et tout le monde était là pour discuter que peut-on faire concrètement aujourd'hui pour avancer. Et comme souvent, ces réunions se terminent en faisant pchit. Et bien là, on avait imposé à qu'il y ait un commitment et des objectifs fixés pour l'année suivante. Et l'année suivante, au forum numéro 2, on devait voir qu'est-ce qui a été fait vraiment, est-ce qu'on a fait ce qu'on avait, les objectifs qu'on s'était fixés, etc. etc. Et c'est Eventis qui organise cet événement, qui, depuis est parti en Espagne, il a été organisé à Séville, et cette année, il va être à Paris. Donc voilà, pour vous dire que c'est aussi important que l'industrie prenne les choses en main et qu'on n'attende pas juste le tourisme batching et qu'on se dise, voilà, il n'y a plus rien à faire. Non, il y a encore des choses à faire, mais il faut se réunir et en parler. Merci Jean-Pierre. Super intéressant ces aspects de mettre tout le monde autour de la table, toutes les parties prenantes, hein, et essayer de travailler ensemble pour aller vers le mieux. Et après, évidemment, le rôle des politiques publiques, c'est de pouvoir accompagner les acteurs pour transformer l'essai et faire que ça devienne une réalité. Donc, merci pour ce partage d'expérience. Jean-Louis, avant de vous retourner la question, on va aller sur un exemple très concret. Je sais que sur votre territoire, avec une nature diverse, une grosse diversité au niveau du patrimoine naturel, il y a des stations de ski. Alors, qu'en est-il de l'avenir des stations de ski en Corse et des propriétaires ou des gestionnaires de structures de ski? Les stations de ski en Corse, il y en a eu jusqu'à 4 dans les années 70, suite à la grande vague du plan neige en France. Elles ont eu une caractéristique, c'est d'être construites à basse altitude, jamais au-dessus de 1400. Bon, pour différentes raisons, ça aurait été possible, mais bon, ça ne s'est pas fait. Donc ces stations de basse altitude, aujourd'hui, elles n'ont plus l'enneigement. Là, effectivement, il y a un impact négatif, puisque tout à l'heure, c'était la question de tout à l'heure. Et aujourd'hui, peu ou prou, sur 4, 2 sont fermées. Sur les 2 qui sont fermées, il y en a une qui est reconvertie en... Comment dire, c'est plutôt de l'animation pour les enfants, parce qu'ils arrivent à avoir un petit peu de neige en bas des pistes. Et voilà, ça se limite aux familles avec enfants qui viennent jouer. Et les 2 autres stations où on peut encore skier parfois, alors ça dépend des hivers et ça dépend de l'enneigement,
une a une orientation sud, donc c'est encore plus difficile que la seconde qui est plus au nord. C'est très aléatoire. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit état des lieux de cette petite expérience avec la neige en Corse. Mais pour élargir, par contre, la neige en Corse, ça peut se pratiquer en dehors des stations. C'est-à-dire il y a possibilité là de faire de la randonnée d'hiver en raquette sur un itinéraire qu'on appelle la haute route. Et ça, disons que c'est relativement faisable tous les ans. Merci Jean-Louis. Donc voilà, un exemple de la manière dont aussi, là, en termes de communication touristique, on peut aussi changer et mettre en valeur différents... Enfin, changer ce qu'on va mettre en valeur en termes de produits. En termes d'accompagnement, du coup, vous, au niveau de la Corse, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les acteurs qui œuvrent pour le tourisme en Corse? Comment vous les aidez à se préparer au changement de demain, au changement en cours et au changement de demain? Comment vous les aidez à regarder un peu plus loin que l'année prochaine, quoi? Alors, je vous préviens, je vais plagier le Portugal. Parce qu'en l'écoutant, j'étais saisi. C'est un pays, le Portugal, hein, un Events membre de l'UE, ce qui n'est pas notre cas. Mais le principe, pour répondre à votre question, sur notre façon d'intervenir, c'est exactement le même. Pourquoi? Parce que nous sommes l'institution la plus décentralisée de France, dans l'ensemble français, en matière d'exercice de la compétence tourisme. Pour faire simple, l'État n'intervient plus en Corse en matière de tourisme. La totalité de la compétence est dévolue à la collectivité de Corse, qui, elle, en a assigné l'exercice à son agence, l'agence du tourisme. Donc l'agence du tourisme, comme un État, comme le Portugal, a son budget, qui est entre 13 et 14 millions d'euros par an, pour intervenir à la fois sur l'amélioration de l'offre, et l'amélioration de l'offre, c'est ma responsabilité au sein de cette agence. L'amélioration de l'offre, elle est entièrement parcourue par la transition écologique. La deuxième compétence opérationnelle étant la promotion, d'où notre présence sur ce salon. Et la promotion, aujourd'hui, il y a la responsable du service promotion ici. La promotion, aujourd'hui, elle se fait également sous cette empreinte de la transition écologique. Donc on essaye d'être en accord avec nous-mêmes, c'est-à-dire d'améliorer l'offre sous l'angle de cette transition et de la promouvoir également. Les acteurs, de façon très concrète, ont accès à des aides financières qui sont renouvelées et améliorées tous les 6 ans. Et ces aides financières sont, elles aussi, entièrement traversées par le principe de la transition écologique du tourisme en Corse. Tout à l'heure, j'ai évoqué les labels. Les labels, par exemple, c'est un soutien, pour être très concret, vous êtes hôtelier, on va vous soutenir à 80%. Ça n'existe pas ailleurs en France. On met le maximum de l'aide, parce que c'est l'objectif stratégique. Et c'est comme ça qu'on passe de 1 à 6. Voilà, vous l'avez dit, hein, pour le Portugal, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut mettre les objectifs politiques, enfin l'inverse, il faut mettre les moyens financiers en accord avec les objectifs politiques pour que ça fonctionne. Modestement, à notre échelle, c'est ce que l'on fait. Et c'est ce que l'on va surtout continuer à faire parce que c'est une dynamique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va s'accroître avec le futur. Pourquoi je terminerai là-dessus, pour rester dans le pragmatisme? Parce qu'aujourd'hui, notre meilleur atout, c'est quoi? Si je m'adresse à vous tous, quel est notre meilleur atout lorsque on s'oblige à aller vers cette transition écologique, que ce soit une compagnie comme le Ponant, un pays comme le Portugal ou un territoire comme la Corse? Notre meilleur atout, c'est le marché. Ça n'a pas toujours été le cas. Petit à petit, c'est devenu le marché. Donc, nous, on en est convaincus depuis longtemps. C'est dans l'ADN des Corses. Mais aujourd'hui, le marché nous rejoint. Donc, c'est pour ça que l'avenir va connaître une dynamique de plus en plus forte dans ce sens. Merci Jean-Louis. Vous avez évoqué différents sujets, Jean-Pierre également, hein, sur la manière dont ça pouvait être une opportunité finalement, le réchauffement climatique, et comment le tourisme arrivait à saisir un peu cette balle au bond pour
pour transformer son offre. On a parlé d'étendre la saisonnalité, de proposer différents produits en fonction justement de nouvelles saisons qui deviennent praticables grâce au réchauffement climatique. Wassim, vous, chez Ponant, vous avez des nouvelles routes qui se sont ouvertes depuis quelques années. Hein. Vous avez maintenant pu développer des nouvelles croisières, des nouveaux itinéraires. Je pense au passage du Nord-Ouest, qui était quelque chose qui relevait du domaine de l'expédition au long cours jusqu'à il y a quelques décennies en arrière. Vous avez même dans votre flotte maintenant un brise-glace, le Charcot, qui permet d'aller atteindre des endroits encore plus reculés, toujours plus reculés, dans des zones où la banquise est de moins en moins épaisse. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces exemples-là, et est-ce que vous considérez justement que ces exemples sont un moyen de rendre concret comment vous avez réussi à transformer le changement climatique en opportunité de business? Je reprends l'histoire de l'adaptation. Je pense qu'on est en perpétuelle adaptation. Le monde n'est pas figé. Et donc, il y a des zones où c'est plus difficile d'accès, d'autres qui sont plus accessibles. Et on va adapter notre business model, notre offre, pour offrir à la fois des expériences nouvelles, mais aussi penser à l'aspect sécurité. Parce que ces endroits-là, on ne peut pas y aller avec n'importe quel type de bateau, on ne peut pas y aller avec n'importe quelle expérience. Il y a une maîtrise de l'expédition, comme tu l'as mentionné. Et je ne peux pas dire que c'est vraiment une opportunité, parce qu'on va tout le temps adapter. On va tout le temps adapter nos itinéraires selon les conditions météo, les géopolitiques. C'est pas parce que c'est accessible qu'on va y aller. Il faut qu'il y ait plusieurs conditions. Et je pourrais peut-être parler d'une anecdote, parce qu'il y a pas très longtemps, j'avais accueilli une jeune Groenlandaise à Marseille dans le cadre d'échanges avec les populations pour aussi lui faire découvrir la culture française et notre façon de travailler. Au bout de 10 jours, elle voulait rentrer au Groenland. Il faisait trop chaud. Et quand elle était rentrée au Groenland, elle est revenue au bout de quelques jours, parce qu'elle m'a dit qu'il faisait 20 degrés. Donc, elle était perturbée des deux côtés, parce qu'elle était perturbée par la chaleur dans le sud de la France. Mais quand elle était rentrée chez elle pour retrouver le climat dont elle avait l'habitude, elle était aussi perturbée, parce qu'à 20 degrés, c'était trop chaud. A contrario, l'année dernière, comme je vous ai dit, au mois de mai, juin, la banquise était tellement épaisse qu'on ne pouvait même pas accéder à l'est du Groenland. Et donc, on va vraiment s'adapter. Et je ne sais pas aujourd'hui comment ça va être l'avenir. Il faut être vraiment humble face à cette nature qui est plus forte que nous. Il faut qu'on fasse le maximum d'efforts de notre côté, mais qu'on respecte cette nature, et quand on ne peut pas y aller, on n'y va pas. Merci Wassim. Donc en gros, si on résume un peu ce qu'on s'est dit, parce que le temps va commencer à nous manquer, c'est essayer déjà d'anticiper ce qui peut nous arriver, de travailler ensemble. La collaboration est vraiment indispensable et je pense gage de réussite. Et après, c'est accompagner l'ensemble des acteurs pour pouvoir justement faire face à ce défi qui est le défi du changement climatique pour les acteurs du tourisme. Je pense qu'on n'a plus de temps, donc on va s'arrêter là. Je vous remercie tous les trois. En tout cas, c'est un sujet passionnant. On aurait pu y passer des heures, mais en tout cas, on a déjà esquissé du doigt les différentes problématiques qui concernent ce thème. Merci beaucoup.